Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Jeudi soir, les sénateurs ont adopté définitivement la réforme des laboratoires de biologie médicale, un secteur qui n'a connu aucune réforme depuis 1975, malgré les fortes évolutions qu'il a pu connaître. Alors ce texte a pour ambition d'empêcher la mainmise des fonds d'investissement sur les laboratoires de biologie médicale, en écartant notamment les privatisations ou encore la financiarisation de ce secteur. Les sénateurs communistes ont voté contre ce texte, estimant qu'il aurait hélas peu d'influence. Alors, sans plus tarder, direction l'hémicycle du Sénat pour revenir sur cette séance. Bonne matinée à tous. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jacky Lemaine, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Vous avez la parole, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente par intérim de la Commission des Affaires sociales, je précise quand même pour les susceptibilités, mes chers collègues, pas très nombreux, mais nous avons un concentré de qualité, à défaut du nombre. La commission mixte paritaire réunie le 10 avril dernier pour trouver un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la biologie médicale a travaillé dans un esprit constructif et est parvenue sans grande difficulté à un accord. 9 articles restaient en discussion. 8 ont été adoptés dans la rédaction de l'Assemblée nationale et 1 dans la rédaction du Sénat. Il convient de souligner que les solutions trouvées par l'Assemblée nationale sur ces articles sont proches de celles qu'avait choisies la Commission des affaires sociales du Sénat, et il y avait une grande communauté de vues entre les majorités de nos deux assemblées. Sur l'article 4, la commission mixte paritaire a précisé le champ de la dérogation accordée aux laboratoires d'établissements français du sang en matière d'implantation géographique. Ce souci rejoint celui de notre commission de limiter les risques de distorsion de la concurrence avec les laboratoires publics et privés effectuant les mêmes examens, tout en tenant compte de la spécificité de l'EFS. Ceci nous avait conduit, en séance, à adopter, à la demande du gouvernement, une dérogation générale pour les laboratoires de cet établissement. La CMP a par ailleurs limité au seul prélèvement les étapes d'un examen qu'il sera possible de conduire hors d'un laboratoire de biologie médicale. Nous avions pour notre part élargi cette possibilité à l'ensemble de la phase préanalytique, considérant qu'il n'était pas possible de séparer juridiquement l'acte de prélèvement des autres composantes de cette phase, étiquetage, conditionnement, transport, etc. Cette formulation suscitait pourtant, il faut bien reconnaître, des inquiétudes parmi les acteurs. Il convient de les prendre en compte. C'est ce qui a été fait. La CMT a rétabli l'article 6, auquel j'étais personnellement d'ailleurs très attaché, qui ouvre la possibilité à certains médecins non titulaires du DES de biologie médicale d'accéder à des postes de praticiens hospitaliers. Je rappelle que le Sénat s'était opposé à plusieurs reprises à cette mesure. La biologie médicale est néanmoins une discipline spéciale, mixte, parce qu'elle peut être exercée par des pharmaciens et par des médecins et réunissant plusieurs disciplines différentes, notamment la génétique. Sans doute, le statut de la génétique au sein des CHU demande-t-il à être précisé. Si elle était reconnue comme spécialité à part entière, cela permettrait sans doute de mettre fin à plusieurs demandes d'octroi de postes de PU de biologie médicale. En l'état actuel, la rédaction de l'article 6 me paraît tout à fait équilibrée et constitue un compromis largement accepté par les acteurs. À l'article 6 et à l'article 7, la CMP a rétabli les mesures transitoires permettant aux praticiens ayant cessé la biologie médicale pendant plusieurs années avant l'entrée en vigueur de la loi, de continuer cet exercice. Surtout à l'article 7, la CMP a rétabli les paliers d'accréditation qu'avait envisagé notre commission des affaires sociales en prévoyant un seuil de 50% en 2016, 70% en 2018 et 100% en 2020. Ne sont pas soumis à accréditation les examens innovants qui figurent parmi les actes hors nomenclature et qui ne sont pas encore évalués par la Haute Autorité de santé. J'ai indiqué à plusieurs reprises au cours de nos débats pourquoi il est essentiel de fixer un objectif à 100%, sans lequel l'accréditation perd son fondement. En effet, comme l'a souligné fort justement à l'Assemblée nationale Ségolène Neuville, rapporteur de cette PPL,
Comment choisir des examens qui ne nécessiteraient pas d'accréditation? S'agit-il d'examens moins importants, moins utiles que d'autres examens? Mais si on abondait dans ce sens, il est bien évident qu'on se demanderait quelle est la légitimité de ces examens. Chaque laboratoire peut choisir les types d'examens auxquels il procède et personne ne l'oblige à se faire accréditer sur tous les examens existants à 100%. Mais sur les examens que le laboratoire exerce, il est impératif, pour la sécurité des patients, qu'ils soient progressivement accrédités à 100%. Donc il y a eu un lissage dans cet objectif. Certains ont craint que l'accréditation n'empêche l'innovation. Ça pouvait se comprendre. Il me semble que la rédaction de l'Assemblée nationale, adoptée par la CMP, limite cette crainte. Je précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'exonérer de l'accréditation tous les actes hors nomenclature, mais seulement parmi eux la minorité qui s'est considérée comme innovante, c'est-à-dire dont l'efficacité n'est pas encore établie. À l'article 7 bis sur les examens urgents, la commission mixte paritaire a prévu la fixation par arrêté de la liste des examens concernés. Sur l'article 8, relatif aux formes d'exercice et de détention du capital des laboratoires, la CMP a prévu la transmission aux ordres compétents de l'ensemble des contrats et rétabli les dispositions qui avaient été introduites au Sénat contre l'avis de la Commission relativement à la détention minoritaire du capital. Ces dispositions font l'objet d'un amendement du Gouvernement. Nous y reviendrons. Sur les articles 9 et 10, la CMP a procédé à des améliorations rédactionnelles. Elle a supprimé l'article 10 bis relatif à l'encadrement des tarifs du COFRAC au bénéfice de l'enquête demandée, sur ma proposition d'ailleurs, par la Commission des affaires sociales à la Cour des comptes, Commission des affaires sociales du Sénat. Enfin, elle a complété l'article 11 en prévoyant un régime adapté aux territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte. Le texte auquel nous avons abouti me paraît parfaitement équilibré et, sous réserve de l'amendement du Gouvernement, juridiquement solide. Tous sur ces bancs, nous partageons la volonté de garantir la place de la biologie médicale comme profession médicale et non comme profession commerciale. Ce texte comporte des dispositions de nature à limiter la financiarisation de la profession et à garantir la possibilité pour les jeunes biologistes d'exercer leur métier en toute indépendance. Mais je tiens à rappeler que la biologie médicale s'exerce majoritairement à titre libéral et qu'à ce titre, les entraves que nous pouvons porter à la liberté de la concurrence doivent être limitées, ce que j'ai rappelé plusieurs fois d'ailleurs dans mes interventions en commission des affaires sociales ou dans l'hémicycle. Sans cela, l'application du droit européen est susceptible de priver les praticiens de toute protection face aux intérêts financiers. L'amendement présenté par le Gouvernement est nécessaire pour garantir la sécurité juridique de l'ensemble des mesures prises pour garantir l'indépendance des jeunes biologistes. Du reste, d'ailleurs, cet amendement, qui a été soumis cet après-midi, en début d'après-midi, à la Commission des affaires sociales, a reçu un avis favorable de la Commission des affaires sociales du Sénat. Ce ne sont pas seulement les laboratoires privés qui sont visés par ce texte. La biologie médicale publique est pleinement engagée dans la réforme de la profession et dans le processus d'accréditation. Nous n'avons pas, et c'est un point essentiel, créé de distinction entre le niveau de qualité que les usagers sont en droit d'attendre du public et du privé. Par l'accréditation, le plus haut niveau de qualité sera garanti à tous sur l'ensemble du territoire. Si nous adoptons ce soir définitivement la proposition de loi que j'ai déposée avec plusieurs membres du groupe socialiste, ce sera l'aboutissement d'un travail de plusieurs années porté par de nombreuses personnes, dont plusieurs de nos collègues membres de l'ancienne majorité. Certains ne siègent plus au sein de notre Assemblée, mais tous, je tiens à les saluer. Comme d'autres avant moi, j'ai essayé, sans a priori, d'entendre et, si possible, de réunir l'ensemble des nombreuses parties prenantes du secteur de la biologie médicale, sans jamais interrompre le dialogue. Trouver un texte parfaitement consensuel s'est avéré impossible, mais je pense que celui qui vous est proposé ce soir, amendé par le Gouvernement, sera le moins imparfait possible. Je m'en réjouis pour la biologie médicale, pour ses praticiens, pour ses patients surtout, et pour l'avenir de l'organisation des soins dans notre pays. Et je profite pour remercier les administrateurs, nos collaborateurs des deux assemblées pour l'excellent travail effectué en relation avec le ministère de la Santé et vous, Madame la Ministre. Merci, chers collègues. La parole est à... Ah, oui.
La parole est à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, je me garderai bien de caractériser votre titre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Au terme de cette lecture, vous serez amenés à vous prononcer sur une proposition de loi qui a l'ambition de porter la biologie médicale française de demain. Plus de 40, ou près de 40 années se sont en effet écoulées sans que une réforme majeure ou des évolutions significatives soient intervenues permettant à ce secteur de relever le double défi auquel il est aujourd'hui confronté, celui de la qualité et celui de l'efficience. La proposition de loi issue de votre travail, que je vous appelle à soutenir, est un aboutissement, un long aboutissement d'ailleurs. Elle est le fruit d'un travail parlementaire constructif qui a permis de faire se rejoindre des positions au départ différentes, même si elles n'étaient pas nécessairement divergentes. Ce texte a été déposé par les membres du groupe socialiste du Sénat et de l'Assemblée. Et je tiens à cet égard à saluer l'engagement et le travail de votre rapporteur, Jacky Lemaine, ainsi que celui de la rapporteure à l'Assemblée nationale, Ségolène Neuville, qui ont pleinement contribué à son élaboration. Les échanges qui ont eu lieu au cours de l'examen de ce texte, ainsi que les amendements qui ont été déposés, ont permis d'avancer. Les travaux de la commission mixte paritaire, en réunissant les représentants des deux assemblées, des deux chambres, ont permis de forger une position commune et de consolider un équilibre qui permet de renforcer les principes et les ambitions d'une réforme majeure parce qu'elle permettra d'apporter des garanties nouvelles aux patients. La première exigence, en effet, de cette proposition de loi est d'assurer la qualité des examens en biologie médicale. Nous savons tous ici la place centrale des biologistes médicaux dans la prise en charge des patients. Ils sont au cœur de l'organisation de notre système de santé et ce n'est pas l'organisation du système de soins et à côté la biologie médicale, c'est une organisation commune, globale et le travail des biologistes est déterminant pour assurer la qualité des soins. Et c'est tout le sens de la démarche de l'accréditation qui résultera de ce texte de loi. Elle sera la garantie donnée aux patients de la fiabilité des résultats partout sur le territoire. C'est pour cela que notre objectif absolument impératif est que d'ici 2020, 100% des examens soient accrédités. Il y va de la qualité de la prise en charge des patients. Vous avez par ailleurs souhaité, dans la commission mixte paritaire, préserver l'article 6 de ce texte et je m'en réjouis. Ces dispositions vont permettre d'ouvrir à des médecins ou à des pharmaciens recrutés en centre hospitalier universitaire l'exercice des fonctions de biologiste médical, alors même qu'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme de spécialiste en biologie médicale. L'article 6 permettra ainsi à des professionnels de santé de répondre aux besoins de leur activité en exerçant exclusivement dans leur champ de compétences. Il était essentiel aux yeux du gouvernement que cet article fût rétabli, et ce, dans l'intérêt des patients. La seconde exigence qui doit guider la modernisation de la biologie médicale est celle de l'efficience. Nous devons permettre à ce secteur de disposer des moyens de se structurer économiquement sans sombrer dans les abus de la financiarisation. Et au fond, c'était bien là le point de départ de ce texte, de l'ambition commune partagée par les membres des assemblées et du Sénat tout particulièrement. La volonté d'éviter que la biologie médicale, que le secteur de la santé de façon plus générale, ne sombre sous les fourches caudines de la seule expression de la recherche de rentabilité. Et l'article 8 de la proposition de loi est l'expression de cette volonté et de cette démarche. Ces dispositions visent à assurer aux biologistes médicaux la maîtrise de leurs instruments de travail.
Ces dispositions autoriseront également une mise en conformité progressive afin de ne pas déstabiliser le secteur et elles consolideront la transparence des conventions et des contrats signés dans le cadre des sociétés d'exercice libéral. C'est dans le cadre de l'examen de cet article que la commission mixte paritaire a souhaité introduire de nouvelles dispositions qui se retrouvent aux alinéas 7, 8 et 9 de cet article 8, qui visent à fixer un seuil minimal de détention du capital social pour chaque biologiste médical exerçant au sein d'une société d'exercice libéral. Toutefois, ce seuil minimal est incompatible avec les exigences du droit communautaire dans la mesure où il créerait une restriction aux libertés de circulation, dont la liberté d'établissement. Mais surtout, je dois dire, il me semble qu'il serait susceptible, ce seuil, d'évincer de l'exercice de la biologie médicale des jeunes biologistes qui ne disposeraient pas des revenus ou du capital suffisant pour pouvoir engager leur activité au seuil ainsi fixé. Et donc, il me paraît nécessaire de ne pas maintenir ces dispositions dans le texte final, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité déposer un amendement de suppression de ces alinéas qui a été adopté mardi dernier à l'Assemblée nationale et, monsieur le rapporteur, vous l'avez indiqué, qui a été examiné et adopté à l'occasion de la réunion de votre commission des affaires sociales. Mesdames et messieurs les sénateurs, avec cette lecture, nous arrivons au terme de la procédure parlementaire. Je crois que c'est un beau travail qui a été collectivement conduit, qui représente une avancée majeure pour le secteur de la biologie médicale et qui donc représentera une garantie, une protection pour nos concitoyens. Je veux donc vous remercier chacune et chacun individuellement pour la part que vous avez prise à l'élaboration de ce texte, remercier le travail qui a été conduit, et mes remerciements vont également, bien sûr, au service de la Commission des affaires sociales et de la séance qui ont permis un parfait déroulement de nos débats. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Catherine Deroche, groupe UMP, pour 12 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le rapport Balrot de septembre 2008 a tracé les grandes lignes de l'ordonnance de 2010. Pour renforcer le caractère médical de la discipline, deux voies étaient envisageables. Soit industrialiser la biologie médicale afin de réduire les coûts en partant du principe que l'analyse médicale est une simple prestation technique, soit considérer que l'analyse est un acte médical qui apporte une réponse à une question clinique par un examen approprié. C'est cette dernière voie qui avait été privilégiée avec la réforme initiée en 2010, ce dont nous nous félicitons. Avec cette ordonnance, il s'agissait d'atteindre plusieurs objectifs: garantir la qualité des actes et la confiance des professionnels et des patients, assurer l'efficience des dépenses, nécessités économiques et éthiques, et enfin assurer une bonne adéquation entre nos exigences nationales et celles de l'Union européenne. La biologie médicale reste un enjeu majeur des politiques publiques en matière de santé et de maintien d'une profession de qualité sur notre territoire. Cela a été rappelé lors de nos débats sur tous les bancs. Nous sommes convaincus de la nécessité de préserver les spécificités de la biologie médicale française. Aussi, c'est pour réaffirmer le caractère médical de la profession de biologiste et permettre des évolutions de structure en cohérence avec l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques que le précédent gouvernement avait souhaité entreprendre une nouvelle réforme avec cette ordonnance. Après le parcours parlementaire pour le moins décousu de cette réforme, nous voici réunis pour voter les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi de notre collègue et rapporteur Jacky Lemaine, dont je tiens à saluer le travail. Ce texte a pour principal objectif la ratification de l'ordonnance de 2010. Je rappelle que l'absence de ratification crée une insécurité juridique préjudiciable tant pour les professionnels de santé que pour les pouvoirs publics.
Le texte adopté par la commission mixte paritaire reprend pour l'essentiel le texte voté par l'Assemblée nationale. Je souhaite revenir sur les articles qui nous semblent les plus importants. L'article 1er bis affirme la médicalisation de la biologie médicale dans l'intérêt de la sécurité des patients et prévoit la présence obligatoire d'un biologiste par site. L'article 4 organise les conditions de réalisation des prélèvements de biologie médicale. Lors de l'examen de cet article en première lecture, nous avons rappelé que la qualité de l'analyse du prélèvement jusqu'au résultat est plus facile à garantir lorsque ce prélèvement est effectué en laboratoire. Il est cependant utile, notamment pour des raisons de proximité géographique des patients, de permettre aux infirmières ou aux médecins de réaliser des prélèvements à domicile. La rédaction issue de nos travaux ne nous semblait pas satisfaisante. En revanche, celle adoptée par la CMP correspond à ce que nous avions défendu en première lecture, à savoir restreindre le champ de l'examen de biologie médicale en dehors du laboratoire de biologie médicale au seul prélèvement des échantillons biologiques. De cette manière, le reste de la phase préanalytique reste sous le contrôle du biologiste. L'article 5 concerne l'interdiction des ristournes. Ce sujet est déjà débattu à maintes reprises par le Parlement. Nous considérons que cette pratique est contraire au principe de tarification des actes médicaux et le retour aux ristournes est très mal vécu par la profession qui l'interprète comme une négation de la médicalisation dans la mesure où il assimile les analyses biologiques à des prestations de services. Cependant, il existe un cas pour lequel nous aurions dû prévoir une dérogation permettant de prendre en compte la spécificité de la situation de certains hôpitaux. Nous parlons souvent de l'importance du maillage territorial, mais certains départements ne disposent pas de laboratoire public de biologie médicale et leurs hôpitaux sont trop éloignés d'autres établissements équipés d'un laboratoire. Conformément à la réglementation, les établissements de santé publique doivent traiter avec des laboratoires privés qui consentent alors des remises. Nous regrettons de ne pas avoir été entendus sur la difficulté que rencontrent ces établissements publics de santé ne disposant pas d'un laboratoire public. Nous ne voulions pas faire perdurer les ristournes de manière mercantile, mais éviter aux établissements de santé la double peine, plus de laboratoires et davantage de dépenses. L'article 6 tend à permettre le recrutement en CHU et dans les établissements qui leur sont liés par convention, soit de professeurs des universités, praticiens hospitaliers, soit de maîtres de conférences des universités, praticiens hospitaliers non titulaires du DES de biologie médicale. Cette perspective crée en même temps qu'elle décourage les étudiants en biologie médicale d'envisager une carrière hospitalière, un sentiment d'injustice et dévalorisation de leur formation. Le Sénat a déjà rejeté en 2011 une disposition analogue à laquelle s'oppose l'ensemble de la profession et les ordres concernés. Il ne semble pas qu'il y ait plus de raisons d'accepter aujourd'hui cette dérogation qu'il n'y en avait en 2011. L'article 7 prévoit des ajustements en matière d'exercice de la biologie médicale et fixe les paliers d'accréditation des laboratoires. L'accréditation à 100% avait été insérée par la Commission des affaires sociales du Sénat, puisque la limiter à 80% ou 90% ne satisfaisait pas un des objectifs majeurs de la réforme, à savoir la qualité prouvée par l'accréditation. Rendre obligatoire l'accréditation des laboratoires est la seule modalité envisageable pour prouver la qualité des examens de biologie médicale. Ce sera ainsi la seule discipline médicale dans laquelle existe une accréditation. Le calendrier échelonné de la mise en place d'une accréditation à 100% au 1er novembre 2020 apparaît donc raisonnable. Cependant, nous sommes conscients des difficultés des laboratoires. La tarification des actes est gelée depuis des années, certains tarifs ayant même été diminués d'autorité par les pouvoirs publics. Pris en étau entre une accréditation relativement coûteuse et le gel de la tarification de leurs actes, certains laboratoires risquent de se trouver en difficulté. Un équilibre est donc à trouver pour que certains d'entre eux, en particulier dans les territoires ruraux, puissent continuer d'exister. L'article 8, qui vise à freiner la financiarisation du secteur en rétablissant le principe d'une détention majoritaire du capital de la société d'exercice libéral par les biologistes, a été largement remanié par la CMP pour répondre notamment à l'inquiétude des jeunes biologistes et de ceux qui veulent préserver une biologie médicale de proximité et non financiarisée. Le seul accès des biologistes au capital laboratoire n'était pas lui seul suffisant pour garantir leur indépendance.
Pour lutter efficacement contre cette financiarisation et promouvoir la transparence, il était nécessaire de prévoir un mécanisme rendant obligatoire la communication de l'ensemble des conventions aux ordres compétents. C'est ce que la CMP a prévu et nous nous réjouissons de cet apport. En août, nous avions proposé et fait adopter en première lecture la suppression du statut d'associé ultra-minoritaire dans les laboratoires de biologie médicale. Je rappelle que la législation sur les sociétés d'exercice libéral de biologistes est détournée par certains investisseurs qui ne proposent qu'une fraction infime des parts sociales aux nouveaux entrants ou les dépossédant contractuellement du contrôle effectif des parts qu'ils ont acquises. Dans certains cas, sur simple notification des investisseurs financiers, le biologiste doit céder ses parts à l'acheteur désigné par ces derniers. Dans les faits, ce sont donc souvent les investisseurs financiers qui contrôlent la part des biologistes dans le capital et plus généralement l'intégralité du capital des laboratoires dans lesquels ils ont investi. Nous nous félicitions que le statut d'associé ultra-minoritaire ait été supprimé par la CMP et nous regrettons donc l'amendement de suppression des alinéas 7 à 9 du gouvernement. L'article 9 renforce le rôle des agences régionales de santé en leur permettant de réguler l'offre de biologie médicale sur les territoires. Cet article va donc dans le sens du rapport Balrot qui proposait de conserver le principe de liberté d'installation et de mettre en place une régulation. Cet article protège ainsi la proximité territoriale et sans empêcher les restructurations nécessaires aux laboratoires pour qu'ils atteignent une taille critique et puissent ainsi faire face aux enjeux économiques et techniques de l'avenir. L'instabilité actuelle est préjudiciable à l'avenir de la profession dans le secteur hospitalier et surtout dans le secteur libéral. Il est nécessaire d'y mettre un terme. Certaines mesures de cette proposition de loi ne nous satisfont pas totalement. Toutefois, comme nous soutenons le principe de ce texte et tenons à faire preuve d'une attitude constructive, nous n'empêcherons pas son adoption. C'est pourquoi le groupe UMP s'abstiendra. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Laurence Cohen du groupe CRC pour 7 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la réforme de la biologie médicale n'aura pas été un long fleuve tranquille. Nous connaissons ce soir d'ailleurs un nouveau rebondissement. Quels sont les enjeux de ce projet? Il s'agit de faire concilier deux impératifs complémentaires, assurer un haut niveau de sécurité dans les opérations de biologie médicale et éviter que les groupes financiers, dont les seuls intérêts sont spéculatifs, s'accaparent progressivement, part après part, laboratoire après laboratoire, du secteur de la biologie médicale. Sur la sécurité d'abord, le gouvernement a fait le choix de rendre progressivement obligatoire une certification totale que nous ne contestons pas sur le principe. Toutefois, nous regrettons qu'il ait fait le choix d'une structure qui, par le passé, y compris récent, s'est fait connaître par ses défaillances, plus d'ailleurs que par ses qualités. Nous aurions préféré, quant à nous, que cette mission essentielle soit assumée par une agence publique. Quant à la financiarisation de la biologie médicale, nous sommes contraints de constater que les mesures retenues dans ce projet de loi ne parviendront ni à la freiner, comme le souhaitait notre collègue Jacky Lemaine, ni à y mettre un terme, comme le groupe CRC l'espérait. En effet, la rédaction de l'article 8, tel qu'issue des travaux des deux assemblées de la CMP, continue à créer une confusion entre les biologistes exerçants et ceux en exercice. Seuls ces derniers peuvent détenir plus de la moitié de part sociale d'une celle de biologie médicale. Or, la loi française, y compris cet article 8 et les règles européennes, précisent que les personnes morales peuvent être considérées comme des biologistes en exercice, et ce, même si ces personnes morales sont à 100% des groupes financiers. Ce que j'ai décrit là, mes chers collègues, ce n'est pas un fantasme du groupe CRC, c'est une réalité. Une holding financière détenue par des fonds de pension possède déjà en France la totalité des parts sociales de 130 laboratoires de biologie médicale. Cela est rendu possible par la loi Mursef qui régit les sociétés d'exercice de toutes les professions libérales, dont la biologie, et qui n'organise pas la distinction entre les personnes physiques et morales. Nous avions pour notre part déposé un amendement prévoyant que 51% du capital au moins soit détenu par un biologiste personne physique, ce qui aurait permis de contourner ce risque. Hélas, ça n'a pas été adopté.
Et donc l'article 8, dans sa rédaction actuelle, n'empêchera pas demain les groupes financiers, les fonds d'investissement ou les fonds de pension de détenir 100% des parts d'une selle de biologie médicale. Qui plus est, aussi peu efficace que soit cet article 8, il ne sera applicable qu'aux laboratoires constitués après l'adoption de cette loi. Autrement dit, les groupes financiers peuvent, sans entrave d'aucune sorte, s'approprier les 4000 laboratoires existants à ce jour. On nous rétorque que les laboratoires de biologie médicale doivent obéir aux mêmes règles que celles imposées à toutes les sociétés d'exercice, à ceci près que les laboratoires de biologie médicale, compte tenu des missions qui sont les leurs, ne peuvent pas être assimilés à des entreprises marchandes comme les autres. Afin de mettre un terme à cette marchandisation de la santé, il aurait fallu profiter de l'occasion pour créer un nouveau statut juridique plus protecteur pour les patients et les biologistes qui interdisent enfin aux sociétés financières de vampiriser la biologie médicale. Enfin, concernant l'amendement déposé par le gouvernement, celui-ci ne nous apparaît pas pertinent et je veux m'en expliquer. Tout d'abord, l'objet de cet amendement précise, je cite, « Il ferait également peser une menace sur le devenir des sociétés dans lesquelles les biologistes exerçant ne détenant pas la fraction minimale requise, ne seraient pas en capacité d'acquérir des participations supplémentaires. » Or, la rédaction de l'article 8, telle qu'issue de la CMP, prévoit que c'est à titre prioritaire et non exclusif, les mots ont leur importance, que les parts sociales sont proposées aux jeunes biologistes. Si ces derniers ne peuvent pas les acquérir, alors d'autres que les exerçants pourront se porter acquéreurs. Il n'y a alors rien de scandaleux à prévoir une sanction en cas de non-respect d'une procédure qui donne la priorité à des personnes physiques sur des groupes financiers. En outre, vous précisez que certains biologistes pourraient ne pas disposer des ressources leur permettant d'acquérir les parts sociales. Cela est effectivement vrai, mais plutôt que de supprimer cette disposition, qui est la seule de nature à protéger les jeunes biologistes du statut d'associés ultra-minoritaires, pourquoi ne pas proposer un mécanisme leur permettant d'acquérir ces parts? Cela s'est déjà fait, je pense par exemple aux assistantes maternelles en vue de leur installation. Si l'on refuse que la santé soit une marchandise, si l'on veut faire obstacle à la financiarisation, si l'on veut que les laboratoires de biologie médicale puissent rester des acteurs de santé de proximité qui jouent un rôle majeur dans le maillage territorial, c'est une mesure comme celle-ci qu'il aurait fallu prendre. Enfin, vous précisez dans l'objet de cet amendement que le dispositif est de nature à créer des entraves à ces libertés qui ne peuvent être directement justifiées par des objectifs de santé publique, seuls susceptibles d'être invoqués auprès des instances communautaires. Nous ne partageons pas votre excès de prudence. Vous dites que ces deux alinéas sont non conformes au droit communautaire, tout en précisant un peu plus haut dans l'objet de votre amendement qu'ils sont de toute façon inutiles, puisque les alinéas 1 à 6 permettent d'arriver à la même situation que les deux alinéas que vous proposez de supprimer, c'est-à-dire à garantir le fait que la majorité du capital soit détenue par des biologistes en exercice, autrement dit, selon vous, à des personnes physiques. Mais alors, si l'article 8 permet, même sans les alinéas que vous proposez de supprimer, de parvenir à cette situation, c'est tout l'article 8 qui est contraire au droit européen et non pas seulement les alinéas 7 à 9. Il y a une véritable contradiction. Donc, pour conclure, si l'Europe sanctionne au titre de la libre circulation des capitaux, c'est-à-dire au titre de la libre concurrence et de la loi des marchés, les pays qui tentent à raison de protéger certains acteurs des appétits et des dangers de la finance, c'est qu'il y a urgence, Madame la Ministre, à changer d'Europe plutôt que de s'y soumettre. Pour toutes ces raisons et au regard des évolutions récentes de ce projet de loi et la façon dont elle se présente ce soir à nos yeux, le groupe CRC votera contre ce projet. Merci Madame Cohen. La parole est à Jean-Pierre Plancade du groupe RDSE pour 6 minutes. Oui. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Depuis le rapport Balleroth de 2008 qui préconisait la réforme de la biologie médicale, celle-ci aura connu bien des vicissitudes. Le recours aux ordonnances par le précédent gouvernement, que nous avions dénoncé lors de l'examen de la loi HPST, sur tous les bancs d'ailleurs de l'opposition de l'époque, loin de permettre une application rapide de la réforme, a surtout contribué à une insécurité juridique.
tentative d'abrogation de l'ordonnance de 2010, censure de la PPL Fourcade par le Conseil constitutionnel ou encore caducité du dernier texte adopté par l'Assemblée nationale, aucun de nos débats n'aura abouti à concrétiser ce qui était pourtant attendu par la profession, à savoir la médicalisation de la discipline et le refus de sa financiarisation. Je le redis parce que ça avait été exprimé d'ailleurs sur beaucoup de bancs et notamment sur l'opposition de l'époque à laquelle j'appartenais. La proposition de loi de notre collègue Jacques Hillemel veut mettre un terme à ces tribulations en ratifiant l'ordonnance de 2010 tout en introduisant des modifications sur certains points. Son mérite est d'offrir un cadre d'exercice enfin stabilisé aux biologistes médicaux. Est-ce à dire que ce cadre est satisfaisant ? Je crains de rompre un peu le consensus qui semble se dégager, à l'exception de mes collègues du CRC, de rompre le consensus donc autour du texte issu de la CMP qui nous est présenté aujourd'hui. Certains points sont positifs, il faut bien le reconnaître, et nous le reconnaissons volontiers. Je pense notamment à la dérogation accordée au laboratoire de l'établissement français du sang en matière d'implantation géographique. La rédaction retenue par la CMP semble répondre de manière satisfaisante au souci du Sénat de limiter les risques de distorsion de concurrence, tout en tenant compte de la spécificité de l'EFS. Bien entendu, il nous faudra être vigilants sur l'application concrète de cette dérogation. Je pense également aux conditions de réalisation des examens de biologie médicale. Mon collègue Gilbert Barbier s'était battu pour limiter au seul prélèvement, et non à toute la phase préanalytique comme cela a été finalement voté par le Sénat, le champ de l'examen réalisable hors d'un laboratoire. Confier l'intégralité de cette phase à des professionnels qui n'ont pas été formés à cet effet posait non seulement un problème en termes de responsabilité, voire de qualité, mais revenait surtout à ôter aux biologistes une partie fondamentale de ses fonctions, notamment le recueil des éléments cliniques pertinents et la préparation de l'échantillon. Le texte de la CMP est en phase avec notre position et avec la volonté de médicaliser la biologie médicale. Je pense également à l'interdiction des ristournes, dont le retour adopté dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 avait été très mal vécu par la profession. Cela revenait en effet à assimiler les analyses biologiques à de simples prestations de services. Je pense enfin aux mesures qui visent à renforcer l'indépendance professionnelle en rétablissant des règles de majorité au capital et de droits sociaux pour les biologistes exerçant, et le tout en imposant la communication aux ordres de l'ensemble des conventions signées dans le cadre des CEL. Malgré ces points positifs, nous demeurons très réservés. Chacun mesure la place de plus en plus importante de la biologie médicale dans le parcours de soins. L'évolution des techniques et la multiplication des normes ont contraint les laboratoires à de gros investissements dans l'immobilier, le matériel, la logistique, de nouvelles compétences au prix d'un regroupement des structures. La réforme proposée par l'ordonnance a accentué ce phénomène et nous doutons que les quelques ajustements de cette proposition de loi soient suffisants à les freiner. Le risque, c'est de transformer nos laboratoires de proximité en zones rurales qui sont à l'écoute du patient et des professionnels de la santé en de simples centres de prélèvement ou boîtes aux lettres. Ou pire, de les voir disparaître, ce qui a d'ailleurs dans certaines régions et départements commencé. L'accréditation obligatoire décidée en 2010 et renforcée aujourd'hui par l'instauration d'un taux de 100% de l'activité du laboratoire en 2020 a achevé de mettre sous pression la profession qui a subi par ailleurs une longue série de baisses de tarifs. Nous sommes évidemment attachés à la sécurité sanitaire et au renforcement de la qualité, mais nous continuons de penser qu'une accréditation à marche forcée, même si j'admets que le texte issu de la CMP accorde des délais et prévoit des paliers, mais nous pensons qu'ils vont renforcer le risque de financiarisation de ce secteur. Devant le coût qu'elle représente, un grand nombre de petits laboratoires indépendants et de proximité seront dans l'obligation de renoncer. D'ailleurs, aujourd'hui, les plus anciens se hâtent de vendre et les plus jeunes hésitent à rejoindre la profession. J'allais dire, c'est du pain béni dans cette République, même si le mot est un peu malheureux, pour les grands groupes financiers qui sont déjà à la manœuvre pour faire de la biologie médicale, comme malheureusement d'autres secteurs de la santé, un marché, excusez-moi le mot, un marché juteux. Et sans risque, et surtout sans risque, puisqu'il est in fine solvabilisé par l'assurance maladie. Nul doute que ces opérateurs arriveront toujours à contourner les quelques dispositions de cette proposition de loi. Nous regrettons la suppression de l'article 10 bis, qui encadrait les tarifs du COFRAC, organisme indépendant chargé de l'accréditation. Notre rapporteur, dont je tiens ici à saluer le travail et le sérieux,
a proposé de faire figurer ce texte parmi les enquêtes sollicitées auprès de la Cour des comptes. Nous soutenons pleinement cette démarche et cette proposition. Que dire aussi du sort réservé à nos amendements en faveur des jeunes biologistes? À notre grande satisfaction, la CMP a réintroduit à l'article 8 le principe d'une participation minimale pour les jeunes biologistes associés, adopté au Sénat à l'initiative de notre collègue Gilbert Barbier, notamment, et écarté ensuite par l'Assemblée nationale. Le statut d'associé ultra-minoritaire place en effet les jeunes biologistes dans une situation précaire, les rendant licenciables à merci. Sa suppression n'est peut-être pas une solution sans inconvénient, mais parce qu'il faudra bien trouver un moyen d'assurer la transmission intergénérationnelle. Et je ne vois pas cet effort de réflexion dans l'amendement déposé par le gouvernement. Nous avons essayé de le comprendre et de le lire sous tous ses angles. Enfin, nous déplorons vivement la réintroduction de l'article 6, qui avait été supprimé par le Sénat. Il y a quelques paradoxes à prévoir un diplôme d'études spécialisées de biologie et à considérer que celui-ci n'est pas forcément nécessaire pour obtenir un poste en CHU. Nous persistons à penser qu'il n'y a pas de raison objective à créer une nouvelle voie dérogatoire alors que l'ordonnance en prévoyait déjà plusieurs. Madame la Ministre, mes chers collègues, nos débats ont été riches et très instructifs, mais ils n'ont pas abouti à un texte totalement satisfaisant. Malgré de bonnes intentions, nous sommes convaincus qu'il n'atteindra pas son objectif affiché d'empêcher la disparition des laboratoires indépendants et de proximité, et au contraire, le risque est grand d'une concentration de l'activité des laboratoires sur des plateaux techniques toujours plus éloignés des territoires ruraux. Je ne suis pas convaincu qu'il lève l'amertume de toute une profession qui s'est manifestée récemment par des fermetures de laboratoires sur tout le territoire. C'est pourquoi l'ensemble des membres du groupe du RDSE, à l'unanimité pour une fois, s'opposera au texte issu des conclusions de la CMP, en même temps qu'à l'amendement du gouvernement. Merci, chers collègues. La parole est à Aline Archimbaud, groupe écologiste, pour 6 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous voilà au terme d'un parcours long et sinueux, plusieurs l'ont rappelé avant moi, puisque ce texte sur la biologie médicale est le 5e sur ce thème à avoir été inscrit à l'ordre du jour du Sénat en 4 ans. Et le sujet suscite un débat encore assez animé, nous avons pu le constater tous. Mais grâce aux efforts de notre rapporteur pour susciter la concertation, grâce au travail constructif des collègues de la Commission des Affaires sociales, nous avons pu parvenir à un texte que nous jugeons équilibré. Notre groupe s'en réjouit et vous remercie, chers collègues, pour le juste compromis entre qualité, accessibilité, proximité et indépendance de la biologie médicale auquel nous arrivons aujourd'hui en lien avec les 2 problématiques fondamentales que sont l'accréditation et la lutte contre la financiarisation. L'accréditation, tout d'abord, c'est, il faut bien le reconnaître, difficile à critiquer sur le fond. Elle permet en effet, si toutefois les conditions de travail sont convenables, d'assurer la permanence des procédures, d'améliorer l'information, la communication interne, donc globalement la qualité, la traçabilité, la transparence, évolution que nous, écologistes, réclamons dans d'autres contextes. Nous ne sommes pour autant pas naïfs. Il ne fait aucun doute que les gros laboratoires ont valorisé au maximum l'accréditation aux yeux des pouvoirs publics, non pas seulement pour des raisons vertueuses, mais parce qu'ils savaient pouvoir l'assumer plus facilement que d'autres. Quoi qu'il en soit, il est vrai que l'accréditation des laboratoires a dans un premier temps soulevé le mécontentement, l'inquiétude de certains biologistes, car elle est onéreuse, chronophage, elle les éloigne de leur cœur de métier quand ils ne sont pas en situation de déléguer cette tâche à un nouveau salarié, mais force est de constater que le processus est aujourd'hui enclenché. Elle a en effet déjà été obtenue ou est en cours d'obtention par un grand nombre d'établissements. Je rejoins de ce fait le constat fait par le rapporteur en première lecture. Le problème n'est pas l'accréditation en elle-même, mais le rythme et les modalités de sa mise en œuvre. Et il nous semble à ce sujet que le compromis auquel nous sommes parvenus soit équilibré.
Même si des inquiétudes demeurent sur le COFRAC, Comité français d'accréditation, cet organisme chargé d'une mission de service public et disposant d'un monopole national pour son action pose en effet un problème, tant en raison de son manque d'indépendance, car les experts biologiques censés délivrer l'accréditation sont souvent issus des grands laboratoires, qu'en raison des tarifs élevés qu'il applique. Nous resterons donc vigilants sur cette question et savons que nous ne serons pas les seuls. C'est d'ailleurs une question qu'il faut absolument revoir et rapidement, et la Commission des affaires sociales a d'ailleurs demandé un rapport à ce sujet à la Cour des comptes. La financiarisation est le second enjeu important de la réforme de la biologie médicale. Le fait que les fonds de pension ou d'autres investisseurs spéculent ainsi sur des établissements à vocation sanitaire est en effet choquant, et nous étions beaucoup à partager l'objectif d'y remédier. En première lecture, le Sénat avait d'ailleurs adopté un amendement écologiste qui proposait que l'ensemble des contrats et conventions signés dans le cadre des sociétés d'exercice libéral soient rendus publics à la demande de l'un des détenteurs de capital. Cet amendement visait particulièrement les conventions extra-statutaires, actuellement non communiquées aux autorités, qui permettent de contourner l'esprit de la loi, et notamment les clauses dites d'entraînement, fréquemment introduites dans les dites conventions extra-statutaires, qui permettent notamment aux financiers majoritaires d'obliger les minoritaires, en l'espèce les biologistes exerçants, à céder leur part en même temps qu'eux, de sorte que les premiers ne puissent avoir leur mot à dire en cas de volonté de cession des financiers. Ou encore les clauses de type buy or sell, qui profitent également aux financiers en contraignant un actionnaire minoritaire soit à racheter l'intégralité des parts des majoritaires, soit à vendre ses parts aux majoritaires au prix proposé par ces derniers. L'adoption de cet amendement au Sénat, avec le soutien de notre rapporteur et à une large majorité, nous semblait une avancée salutaire. Nous avons de ce fait été déçus que l'Assemblée le supprime purement et simplement. Cependant, les sénateurs ont fait entendre leur voix en commission mixte paritaire. Nous sommes parvenus à réinsérer dans le texte aujourd'hui soumis à notre suffrage la disposition suivante, je cite: « L'ensemble des contrats et des conventions signés dans le cadre des sociétés d'exercice libéral est communiqué à l'ordre compétent, et toute convention ou clause cachée est alors inopposable. » Il est clair que la communication à l'ordre est moins transparente que le fait de rendre publiques ces conventions, mais le caractère alors inopposable des clauses extrastatutaires est une avancée en soi qu'il faut souligner. En conclusion, le groupe écologiste votera cette proposition de loi parce que nous partageons l'espoir formulé par Jacky Lemaine dans l'introduction de ce rapport, de voir ce texte apporter, sinon une solution définitive, du moins une solution durable aux problèmes de la biologie médicale, mais aussi parce que cette spécialité est devenue un élément central du parcours de soins des patients. La biologie médicale ne doit donc plus souffrir de la crispation et des turpitudes dans lesquelles elle est plongée depuis maintenant plusieurs années. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Catherine Génisson pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, alors même que la biologie médicale française n'avait pas bénéficié de réformes structurantes depuis près de 40 ans, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, après quelques péripéties législatives que je ne rappelle pas, en soutenant les résultats des travaux de notre commission mixte paritaire, nous avons aujourd'hui la possibilité, même si nous sommes en réunion relativement intime, j'ai envie de dire, de donner un cadre juridique clair à cette spécialité médicale qui participe à 60% des diagnostics médicaux et qui participe de la qualité de notre système de santé. Je souhaite remercier chaleureusement notre rapporteur, Jacky Lemaine, dont nous avons pu apprécier la détermination et le sens de l'écoute. Et je souhaite acter les travaux de la Commission des affaires sociales pour dire qu'ils se sont déroulés avec la volonté partagée par tous de définir la biologie médicale française de demain, biologie médicale française qui se caractérise par un nombre important de biologistes, 16,5 pour 100 000 habitants contre 5,8 en moyenne dans les États membres de l'Union européenne, et qui également constitue un nombre important de structures de proximité qu'il convient de préserver. Aujourd'hui, le défi que nous avons à relever est double, vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est celui de la qualité et c'est celui de l'efficience.
À l'exigence de qualité, nous avons apporté la réponse de l'accréditation qui doit assurer fiabilité et qualité des examens. Certains biologistes s'inquiètent de la lourdeur et de la complexité de cette proposition et prônent une procédure à double voie. Ce serait créer interrogations et doutes sur les laboratoires non accrédités. L'accréditation progressive pour arriver à 100% en 2020 est une bonne adaptation du dispositif. Nombre de biologistes s'inquiètent aussi du coût de cette accréditation, de la responsabilité du COFRAC. Félicitons-nous, Madame la Ministre, de la proposition que vous avez cautionnée de faire expertiser par la Cour des comptes les prestations du COFRAC. Je crois que c'est un vrai sujet et au niveau de notre commission des affaires sociales, ça a été dit par tous, en fait, nous serons très très vigilants sur cette question-là car je crois que c'est vraiment une vraie question. En effet, le coût sollicité par le COFRAC est élevé et reconnaissons que cela peut mettre en difficulté un certain nombre de laboratoires. Nous avons eu aussi de longs débats, qui se poursuivent d'ailleurs ce soir, sur le sujet du rétablissement de l'article 6 par la commission mixte paritaire. Après avoir beaucoup hésité, à titre personnel, il me semble souhaitable de permettre à des médecins ou à des pharmaciens d'exercer en milieu hospitalo-universitaire la biologie médicale sans être titulaire de ce diplôme. Et je sais pouvoir compter sur votre vigilance, Madame la Ministre, pour que cette disposition favorable à la recherche, et nous devons soutenir notre recherche, ne pénalise pas les étudiants qui se destinent à l'exercice de la spécialité de biologie médicale. Je pense qu'il faudra être là aussi vigilant, mais je sais pouvoir compter sur vous, Madame la Ministre. À la question de l'efficience, nous avons répondu par la mise en place de garde-fous devant contrecarrer les abus de la financiarisation. L'article 8 répond à cet objet. Bien évidemment, je pense que les dispositions de cet article 8 ne sont pas parfaites. Néanmoins, je pense qu'elles apportent un progrès très sensible au sujet de la lutte contre la financiarisation. Et nous avions été majoritaires au Sénat à souhaiter fixer un seuil minimal de détention du capital social pour chaque biologiste exerçant au sein d'une société d'exercice libéral. Vous nous indiquez, Madame la Ministre, que ce dispositif semble difficilement compatible avec le droit communautaire. Aussi, c'est avec regret que nous vous suivrons dans votre volonté de supprimer cette disposition, car vraiment, nous ne voulons pas compromettre l'application enfin de ce texte. Après ces quelques observations, fiers de donner à la biologie médicale un statut juridique que nous voulons efficient, le groupe socialiste votera ce texte. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Madame la Ministre, mes chers collègues, je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat étant appelé à se prononcer après l'Assemblée nationale sur le texte élaboré par la CMP, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le gouvernement. En l'occurrence, il y a un seul amendement du gouvernement que je vous demande, Madame la Ministre, de bien vouloir présenter. Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement, puisque j'ai eu l'occasion de le dire dans mon intervention liminaire, il s'agit de supprimer les alinéas 7, 8 et 9 de l'article 8 du projet de la proposition de loi. Ces dispositions ont été introduites à l'occasion de la CMP et comme cela a été rappelé par plusieurs intervenants, ces dispositions ont pour objectif de fixer un seuil minimal de détention du capital social pour chaque biologiste médical exerçant au sein d'une société à exercice libéral. Ce seuil serait fixé par décret en Conseil d'État et l'ensemble des laboratoires devraient s'y conformer dans un délai d'1 an à compter de la publication de la loi. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce mécanisme pose plusieurs difficultés. La première est que ces dispositions semblent contraires au droit européen, ce qui, à un moment où disons, les dispositions relatives à l'exercice de la biologie médicale en France font l'objet d'un examen particulièrement attentif par la Commission européenne, serait de nature à fragiliser notre dispositif. Par ailleurs, il est probable que l'introduction d'un seuil aboutirait à l'objectif contraire ou à l'effet contraire de l'objectif recherché,
c'est-à-dire qu'il aboutirait à évincer des jeunes biologistes qui souhaitent pouvoir s'investir dans cette profession en raison des difficultés financières qui leur seraient ainsi imposées. Enfin, je veux dire que ce dispositif apparaîtrait comme un dispositif de contrainte supplémentaire pour l'ensemble de l'exercice de la profession. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement souhaite la suppression des alinéas qui ont été introduits par la CMP à l'article 8, donc les alinéas 7, 8 et 9. Merci, Madame la Ministre. Le vote est réservé à l'avis de la Commission. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement présenté par le gouvernement. La Commission a été réunie en début d'après-midi et a donné un avis favorable à cet amendement du gouvernement. Merci, monsieur le rapporteur. Le vote est réservé sur cet amendement. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du gouvernement. Y a-t-il des demandes d'explication de vote à ce stade? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du gouvernement. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par la commission des affaires sociales sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Vous a troublé? Le scrutin est clos. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Résultat du scrutin numéro 227 sur l'ensemble de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale dans la rédaction du texte proposé par la CMP, modifié par l'amendement du gouvernement. Nombre de votants 346, nombre de suffrages exprimés 210, pour l'adoption 170, contre 40. Le Sénat a adopté définitivement l'ensemble de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale. Voilà pour cette séance. Si vous souhaitez la revoir, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée à tous. Et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Est-ce ce jour-là que François Hollande a vraiment eu l'impression de devenir président? En tout cas, c'est en décidant de faire la guerre qu'un président exerce la suprématie de son pouvoir. Alors, comment François Hollande parle-t-il de la guerre? Qu'il s'agisse du Mali ou de sa volonté d'intervenir en Syrie? Comment justifie-t-il la nécessité de ces interventions et s'inscrit-il en rupture par rapport à ses prédécesseurs? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur François Hollande en chef de guerre. Déshabillons-les, demain à 18h15 sur Public Sénat.